Donc juste un petit mot d'introduction pour me présenter déjà. Donc moi je suis le délégué général du Conseil national de l'emballage. Je ne sais pas si tout le monde connaît l'association. Donc c'est une association 1901 qui a pour but d'œuvrer pour le juste emballage ou le meilleur de l'emballage. Donc un emballage quelque part durable avec tous les acteurs autour de la table qui sont les acteurs de la chaîne du produit emballé. Donc typiquement, je vais avancer un petit peu pour vous donner quelques infos avant de vous présenter Patrice Doll. Donc voilà, vous pouvez interagir avec le hashtag FFAS Event, une conférence qui est diffusée en direct, conférence filmée. Donc si vous ne voulez pas apparaître sur le film, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et bien sûr, vous retrouvez la conférence en intégralité sur YouTube d'ici 15 jours. Et s'agissant des portables, vous pouvez les mettre sur silencieux ou vibreur. Voilà. Donc je vais présenter Patrice Doll, qui est directeur scientifique au CTCPA, donc au Centre technique de la conservation des produits agricoles. Et il est aussi responsable emballage au sein du Technopôle alimentaire, Alimentech, à Bourg-en-Bresse. Je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc je vais lui laisser la parole. Il va vous parler donc du sujet des nouveaux modes de consommation et de distribution, s'agissant des produits alimentaires et les enjeux et risques associés. Vous verrez que le CNE a aussi rédigé un document sur le sujet, surtout sur la partie nouveaux modes de distribution de consommation, sur la partie évolution de l'emballage. Doit-il devenir omnicanal ? Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site internet. Patrice, je te laisse la parole. Donc je vais vous parler des enjeux de développement durable et de sécurité des aliments. Et l'objet de mon exposé, ça va être d'abord de situer tout ça dans les 7 fonctions de l'emballage, puisqu'on attend dans l'emballage qu'il soit respectueux des contraintes environnementales, qu'il n'apporte pas ou qu'il y ait une maîtrise du risque chimique. Et puis, on attend d'autres choses de l'emballage. Donc, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous présenter les 7 fonctions de l'emballage. Donc, c'est presque un petit cours que je vous réaliserai. Ensuite, on fera un zoom sur les attentes environnementales. On fera un zoom sur les attentes en termes de maîtrise du risque chimique. Et puis ensuite, on essaiera de conclure, c'est-à-dire comment, évidemment, on arrive à concilier les deux et à concilier les 7. Voilà. Alors, je commence avec les 7 fonctions de l'emballage. Alors, la première fonction qu'on a envie d'attribuer à l'emballage, et j'ai envie de la mettre en premier, c'est évidemment préserver les caractéristiques de l'aliment. Donc on dit souvent que l'emballage va être une barrière. Alors, il doit être la juste barrière plutôt par rapport à des caractéristiques attendues en termes de sensibilité à l'oxydation. Donc il faut avoir une juste barrière vis-à-vis de l'oxygène, vis-à-vis des caractéristiques de déshydratation d'un produit qui est hydraté ou d'hydratation d'un produit sec, donc la barrière à l'eau. Barrière lumière pour ce qui est des produits qui vont présenter des mécanismes de dégradation qui vont impliquer des mécanismes photochimiques. Et puis barrière aux arômes quand un certain nombre de composants de l'aliment sont volatiles et qu'on souhaite évidemment les garder dans le produit ou dans l'espace de tête du produit. Alors, tous les emballages ne doivent pas être barrières. On a des produits qui sont encore vivants, hein, les carottes coupées, la salade fraîche. C'est un produit qui respire encore. Et là, au contraire, on a besoin de caractéristiques bien précises d'échange gazeux, donc d'évacuation du CO2 dégagé et d'introduction de l'oxygène pour, je dirais, idéalement conserver longtemps ces produits. On peut réclamer à un emballage d'être actif pour exacerber les effets barrières. Alors ça, c'est rare qu'on en vienne à utiliser ces fonctions-là, mais quand même, il y a un certain nombre de produits qui sont assistés avec, par exemple, des petits sachets avec de la poudre métallique qui va absorber l'oxygène. C'est une des fonctions qu'on peut ajouter quelquefois pour des produits très sensibles
à l'oxygène. Et puis je rajouterais, ça c'est les matériaux d'emballage, mais au minimum un emballage ça doit être étanche, c'est-à-dire globalement les gaz ont la mauvaise idée de passer au travers des matériaux d'emballage, mais globalement si l'emballage n'est pas étanche, c'est-à-dire qu'il n'a pas bien été scellé ou fermé, bah, finalement on perd tout les propriétés des matériaux. Donc c'est pour cela que, alors ça paraît évident, bah oui, un emballage va être scellé, oui, mais toute la qualité d'un emballage est souvent à cet endroit-là, plus que dans les choix des matériaux qui sont utilisés. Alors quand on dit comme ça, bah oui, c'est pas grave, d'accord, un emballage ça doit être scellé, mais derrière ça veut dire qu'on va utiliser des matériaux multicouches avec des scellants et on commence à dérouler quelque chose par rapport à la complexité des emballages et la difficulté de les recycler. Prévenir le risque microbiologique, c'est la deuxième fonction des emballages. Alors, les emballages n'ont pas une fonction par rapport aux risques microbiaux, alors, je dirais rarement. En revanche, ils assistent des procédés. Quand on va stériliser un produit, pasteuriser un produit, ben, il y a un cahier des charges très particulier en termes de tenue en température de l'emballage. Quand on va conserver un produit dans des conditions de froid négatif, ben, en termes de propriétés mécaniques de l'emballage, on va attendre d'avoir un matériau qui résiste aux conditions de basse température, d'un point de vue mécanique. Il y a également des nouveaux procédés, le procédé haute pression de stabilisation des aliments qui consiste à porter à très haute pression un aliment et puis redescendre à pression atmosphérique très brutalement. Là, il faut des emballages souples pour supporter ce procédé. Alors ensuite, il y a des emballages, je dirais, plus originaux et qui vraiment n'ont pas pénétré, ils ont plutôt pénétré à la limite le monde académique que le monde industriel. Les emballages actifs qui vont dégager des antimicrobiens, les emballages intelligents qui vont donner des informations sur l'évolution du produit. Là, je reviendrai là-dessus un peu plus loin. Ça fait partie des technologies peut-être too much qu'on a inventées, alors que les scientifiques ont inventé, mais que peut-être il est difficile de mettre sur un emballage, ou du moins à l'échelle d'un emballage unitaire. Autre caractéristique très importante, les emballages doivent être barrières par rapport à le maintien du MAP, alors l'atmosphère modifiée dans les emballages. Alors là, le petit bonhomme qui est en train d'étouffer, bah c'est notre micro-organisme. On a beaucoup d'emballages qui sont conditionnés en conditions atmosphère, CO2 et azote, donc plutôt en absence d'oxygène, qui sont des conditions défavorables au développement des micro-organismes. Et là, on va réclamer des fonctions barrières pour le maintien de cette atmosphère. Donc c'est un cahier des charges très lourd en termes de propriétés barrières. Et puis ensuite, j'essaye d'aller vite, au minimum un emballage doit être étanche, et donc il est important de souligner cela. Au niveau de l'étanchéité micro-organisme, c'est un cahier des charges qui n'est pas méchant. Un micro-organisme, c'est gros, c'est une petite bête qui fait environ 1 micron de diamètre. Une étanchéité d'1 micron de diamètre, ce n'est pas méchant comme cahier des charges par rapport à un gaz qui, lui, va plutôt être avoir une taille chiffrée en dizaines de nanomètres et qui va passer par tous les petits trous que vous pouvez imaginer. Au-delà de ça, puisqu'il passe au travers des matériaux, c'est pour ça qu'on parle de perméabilité des emballages. Troisième élément, les caractéristiques mécaniques. Alors simplement pour vous dire, quand on parle de caractéristiques mécaniques, c'est un mot extrêmement large, et quand on nous apostrophe sur la question, eh bien, c'est pas pareil de parler de déformation rémanente d'un emballage. C'est une autre propriété que de parler de résistance à la perforation, résistance au déchirement, résistance au choc, résistance aux vibrations et tout le cahier des charges lié aux caractéristiques d'élasticité ou de rigidité d'un matériau d'emballage. Ce sont des propriétés différentes, donc on met un grand chapeau propriétés mécaniques, mais on réclame beaucoup de caractéristiques diverses et variées. Autre élément, on va réclamer ces caractéristiques diverses et variées à différentes échelles, puisque les propriétés mécaniques du pack sont sollicitées
à l'échelle de l'emballage primaire, des regroupements, des emballages tertiaires et de la palette. Donc c'est là qu'on peut commencer à saisir la complexité du cahier des charges. Et si on rajoute que l'emballage va se balader dans des conditions multiples et variées, je dirais d'une usine à des conditions de stockage au froid, en passant par un conteneur qui va peut-être traverser les océans, avec des variations de température et d'humidité qui peuvent être très diverses. Vous pouvez imaginer la complexité de définition d'un cahier des charges d'emballage en termes de propriétés mécaniques globalement. Et puis, autre élément, un emballage interagit avec un produit, et ce produit, lui aussi, peut altérer les caractéristiques mécaniques dans l'emballage, et c'est un point qui est important et qu'on voit de plus en plus souvent arriver sur la table en ce moment, puisqu'il y a un focus sur le passage du plastique au carton, et là, la question, elle est très sensible, évidemment. Prévenir le risque chimique, je vais vous en parler plus global, enfin de façon plus précise, donc je ne vais pas le développer maintenant, mais globalement, le risque, c'est le danger fois l'exposition. Vous avez le lion dans la cage avec le petit garçon qui est derrière. Donc, prévenir le risque, c'est essayer de minimiser la présence des lions. Et deuxièmement, c'est avoir une cage qui va prévenir l'exposition du petit garçon. Et donc, quand on parle de migration, on parle des deux aspects. Et quand on parle de réglementation, on aborde ces deux aspects-là. Et je vous développerai ça un petit peu après, en essayant de vous dire qu'est-ce que nous propose la réglementation, c'est déjà bien, et puis qu'est-ce qu'on veut faire pour faire mieux, évidemment. Alors, préserver l'environnement, c'est pareil, je vais vous le développer un petit peu plus loin, mais globalement, un emballage doit avoir de faibles impacts intrinsèques, il doit être recyclable, et puis par ailleurs, il doit faire le job. Et quand on dit les choses, faire le job en termes de propriété, de préservation des produits alimentaires. Et quand on le dit comme ça, on voit tout de suite qu'on va être très gêné pour répondre très généralement à la question, c'est-à-dire, est-ce qu'un emballage doit avoir peu d'impacts environnementaux? Ben, oui, mais ça veut dire qu'on va plutôt aller vers l'emballage le plus simple possible. Et puis, est-ce qu'il doit bien préserver le produit pour avoir peu d'impact environnemental en termes de limitation du gaspillage alimentaire? Ben là, la tentation, c'est au contraire d'aller vers des emballages très perfectionnés et de mettre le curseur plutôt sur je veux limiter les impacts environnementaux liés à l'aliment. Donc, je vais vous développer ça parce que c'est la difficulté que l'on a pour trouver le bon équilibre entre ces deux impératifs. Alors, là-dessus, j'attire votre attention, je ne développerai pas, mais il y a un projet européen qui s'appelle MyPack, où il y a un site internet où on évalue des technologies par rapport à ces caractéristiques-là. Donc, c'est un exercice un petit peu systématique que l'on fait avec des laboratoires, des entreprises sur 3 technologies sur lesquelles je ne me prononcerai pas. C'est des technologies qui peuvent avoir des caractéristiques intéressantes à un niveau et moins intéressantes à d'autres niveaux. Et justement, l'idée est de voir comment appliquer ces technologies dans des conditions où, évidemment, elles feront le job de façon positive, le plus positif possible en termes d'impact environnementaux, impact sur la santé, attentes consommateurs, etc. 6e fonction qu'on va demander à un emballage, c'est de faire le job dans les murs de l'entreprise, et je dirais des entreprises. Et donc faire le job, c'est d'abord être viable d'un point de vue économique dans les murs des entreprises qui vont, je dirais, fabriquer ces emballages. Et puis deuxièmement, il y a également des propriétés des emballages au niveau des industries agroalimentaires. Alors simplement du côté des entreprises fabricants d'emballage, ben, le cahier des charges, c'est évidemment un cahier des charges d'abord en termes de coût, c'est-à-dire le coût des matières, et ensuite le cahier des charges va se déplacer en termes de cadence, puisque évidemment, quand on produit un objet, plus on le produit vite, plus on le produit avec une bonne rentabilité. Et donc là, on voit et on comprend, alors on peut ne pas l'accepter, mais on comprend qu'on est tombé sur
des matériaux, des solutions techniques qui permettent, je dirais, le moindre coût de matières premières et des cadences de production très importantes. Donc ça fait partie des contraintes. Alors on peut essayer de les lever en proposant de nouveaux matériaux, mais qui auront des contraintes, apporteront de nouvelles contraintes en termes de coûts et en termes peut-être de cadence de production. Donc il faut intégrer cela quand on cherche à, je dirais, réaliser de nouveaux emballages avec des nouveaux matériaux. Et puis, autre aspect, en tant que consommateur, on n'a pas conscience de tous les aspects très complexes dans le cahier des charges d'un utilisateur d'emballage, un conditionneur. Je vous donne juste mais c'est pour anecdote, parce qu'il y en a plein comme ça, la dépilabilité des barquettes est une propriété très importante. Alors ça vous paraît très rigolo, hein, mais vous voyez quand vous empilez j'allais dire le nom commercial, des boîtes en plastique, vous voyez que vous pouvez avoir du mal à les dépiler les unes les autres quand elles sont bien coincées. Et donc, c'est une propriété qui est très importante dans les murs d'une entreprise. Donc, des caractéristiques comme celle-ci, il y en a plein, je ne vais pas vous les dérouler toutes, mais c'est simplement pour essayer de vous faire comprendre que le cahier des charges de manipulation de tels objets, c'est un petit peu compliqué. Et puis, pour finir, et comme ça on fera le lien avec le mot d'introduction, un emballage, c'est une interaction avec le consommateur, alors qui revêt d'abord tous les aspects signalisation et expression, donc je dirais le marketing, hein, globalement. Et puis, un emballage va être plus ou moins pratique, c'est une autre caractéristique. Et enfin, un emballage va devoir contenir un certain nombre d'informations, et je dirais, on en demande de plus en plus. Il y a le règlement INCO qui donne les règles du jeu par rapport aux informations produits. Et puis, il y a de nouvelles exigences en termes de qualité nutritionnelle, en termes d'informations environnementales. Et puis, je dirais, si on écoute les consommateurs, il y a d'autres exigences. On va attendre que le produit soit bon, on va juger en termes de coût, on va chercher à avoir des aliments plus ou moins éthiques, etc. Donc il y a X attentes du consommateur et c'est très con. Alors on l'a vu déjà avec les grandes oppositions qu'il y a eu sur la façon de noter d'un point de vue environnemental un produit, la façon de noter d'un point de vue nutritionnel un produit alimentaire. Et puis, il y avait les pour ceci ou les pour cela. Et finalement, on n'a pas questionné les consommateurs. Et si on avait questionné les consommateurs, on aurait vu autant de positions différentes et d'attendus en termes de critères et de priorisation de ces critères, avec des attendus de notation extrêmement détaillé ou le contraire, parce que si l'information détaillée, ça plaît à certains et puis ça ne plaît pas du tout à d'autres. Et donc, ce que l'on pressent, c'est que plus tard, le numérique permettra de donner une information à la carte en fonction d'un profil. Et donc, on n'aura plus le problème de la place sur l'étiquette et puis, je dirais, les débats par rapport aux informations qui sont pertinentes pour les uns et pas pertinentes pour d'autres. Voilà, j'en ai fini avec la partie introduction. Maintenant, je vais vous faire un zoom sur tous les aspects qui concernent plutôt les critères liés à l'environnement. Et j'ai essayé de vous faire le petit schéma de la chaîne de valeur en essayant d'être complet. C'est-à-dire souvent on trace la chaîne de valeur en faisant une boucle, mais ce n'est pas vrai. Malheureusement, il faut être honnête, le matériau qui retourne d'emballage, qui retourne au matériau d'emballage, c'est la boucle que l'on souhaite, mais il faut bien être conscient qu'il y a d'autres trajets en termes de parcours technologique. Et c'est très important de se poser la question globale et d'optimiser tous ces parcours. Et d'avoir conscience aussi que il y a des curseurs à faire bouger
pour améliorer des caractéristiques au niveau de toutes les étapes de ces cycles. Et évidemment, mais c'est vrai tout le temps quand on parle d'innovation, quand on bouge un curseur quelque part, malheureusement, on fait bouger les choses et pas forcément positivement ailleurs. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de la complexité de ces schémas-là. Donc, si on décrit ces cycles, évidemment, on part de la ressource, on arrive à des matériaux. Des matériaux, on va réaliser des emballages. Ces emballages vont conditionner des aliments qui eux-mêmes proviennent d'un cycle différent et dont je parlerai tout à l'heure. Et puis, alors c'est au niveau de ce point-là qu'intervient le consommateur avec tous ces bons gestes et ces gestes malheureux. Donc, si le consommateur réalise des gestes malheureux, on va aller sur des phénomènes de pollution environnementale qui viennent du consommateur ou, je dirais, d'une mauvaise gestion globale des déchets. Si l'emballage passe à la poubelle commune, on peut aller sur l'enfouissement ou l'incinération. Et puis, ensuite, si l'emballage rentre dans un processus de tri, ce qui est souhaitable et qui sera favorisé de plus en plus avec l'élargissement des consignes de collecte, eh bien, on va se poser des problèmes de recyclabilité des emballages pour rester dans ce cycle vertueux ou des problématiques de fin de vie. Pour finir la boucle, si on veut retourner aux matériaux d'emballage, eh bien, il va falloir que le matériau soit apte au contact alimentaire. Donc il y a un cahier des charges qui est très lourd pour, je dirais, passer de ce point-là à ce point-là. Et puis en général, eh bien, on va plutôt basculer sur des applications matériaux qui vont être non alimentaires. Donc on va sortir de la boucle. Voilà. Alors je vais maintenant, alors désolé, c'est un peu complexe, mais on va prendre le temps de développer ce transparent parce qu'il est important. On peut essayer de faire des progrès à tous les niveaux de cette chaîne de valeur. Alors, le premier élément, c'est que si on se situe tout en haut de mon schéma, au niveau de la ressource, on peut essayer de substituer progressivement à la ressource fossile avec de la ressource renouvelable. C'est ce qu'on fait avec une réflexion sur ce qu'on appelle les plastiques biosourcés, et je développerai ce point-là. Ensuite, ces matériaux vont être transformés. Alors, si on fait un zoom sur le plastique, mais ça va être, parce que j'ai mis le mot plasturgie, mais ça va être vrai pour tous les types de matériaux d'emballage. Les caractéristiques sur lesquelles il faudra faire des progrès en termes d'impact environnementaux, eh c'est des notions de temps et température de process. Et c'est là que certains matériaux sont avantagés par rapport à d'autres au niveau de cette étape-là. Et c'est là aussi que tous les matériaux ont des progrès à faire au niveau de cette étape-là. Je souligne parce que c'est un levier qu'on considère rarement, je dirais. Si on continue notre petit cycle au niveau des impacts transport et distribution, là je vais dire des choses évidentes, mais il est certain que les circuits courts, c'est toujours mieux, puisque quand on va transporter un produit sur des échelles de distance qui vont être courtes, forcément, ces impacts seront extrêmement minimisés. S'il n'y a pas d'emballage, c'est encore mieux. Donc, il faut toujours le souligner. Après, il y a des cycles qui sont plus longs et qui nécessitent d'utiliser des emballages et qui nécessitent de conserver les produits. Mais c'est toujours important de revenir aux fondamentaux, et c'est sûr que acheter la salade auprès du petit producteur, c'est toujours le meilleur des gestes qui sera à réaliser. À ce niveau-là, la réduction à la source est quelque chose de très important. Donc, c'est c'est un effort qui est fait par la profession depuis très longtemps, puisque
vous avez en tête tous les objets, les emballages que nous avions pour certains, pas pour d'autres, il y a 40 ans, et qui ont vraiment diminué en masse. Alors, on atteint petit à petit des plateaux, mais il y a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Et puis ensuite, on va basculer dans les impacts au niveau du gaspillage alimentaire. Donc là, c'est l'usage de l'emballage. Donc là, je vais faire un zoom tout à l'heure là-dessus parce que c'est très important. C'est le choix qu'il faut faire toujours en termes de est-ce que l'emballage doit être plus fonctionnel, mais s'il est plus fonctionnel, il est forcément plus impactant. Et donc c'est un curseur extrêmement fin qu'il faut mettre sur je dirais, la priorité à la conservation du produit ou la priorité aux limitations d'impact de l'emballage. Il y a une vraie question ensuite sur la présence accidentelle des emballages dans l'environnement, puisque, alors évidemment, il y a le consommateur à éduquer, il y a les filières qui doivent faire des progrès. Mais il y a aussi la grande question qui est posée sur est-ce que les emballages doivent tous être biodégradables? Donc c'est un débat et donc j'essayerai surtout pas de conclure ce débat, mais je vous apporterai quelques éléments. Si on continue notre cycle, il y a le taux de matériaux qu'il faut trier. Là encore, il y a le comportement du consommateur qui est sollicité. Mais pas que. Il y a des filières alternatives qui permettraient de maximiser la présence d'emballage en distribution et un peu moins au niveau du consommateur. Je vais revenir sur ce point-là plus loin. Il y a les questions pour... il y a l'extension de la collecte qui va porter ses fruits, c'est-à-dire on va demander aux consommateurs de tout trier, tous les emballages, au niveau de, je dirais, tout le territoire national. Ce n'est pas encore vrai aujourd'hui, mais c'est bientôt vrai. Mais on sait que le geste ne sera pas vrai à 100%. Et donc, il y a un gros débat en ce moment. Est-ce qu'il faut compléter ce geste par d'autres formes d'incitation? Et donc, il y a le débat sur faut-il rajouter une dose de consigne ou pas. Voilà. Est-ce que les bouteilles, c'est très bien de le trier avec... les bouteilles en plastique ou les bouteilles en verre, triées avec l'ensemble des emballages, ou est-ce qu'il faut rajouter un autre geste incitatif? Incitatif, puisque la consigne, ça, il y a l'incitation en termes de budget pour le consommateur. Ensuite, on arrive à la fin de vie des emballages, qui n'est pas souhaité. Là, il y a l'option... de l'incinération qui est une grosse option aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus parce que c'est souvent vu comme un échec et je ne suis pas certain qu'il faille décrire la filière d'incinération uniquement comme on n'a pas réussi. Donc je voudrais le souligner. Il y a l'option compostage qui est une option intéressante dans certaines situations. Mais c'est très important de l'opposer à l'incinération, et je vais y revenir dessus, parce qu'il y a un jugement a priori qui serait de dire le compostage c'est mieux que l'incinération, et donc on va essayer de dire oui, non, non, oui, voilà. Je vous dirai les deux. Il y a le taux de recyclé pour, je dirais, favoriser... toujours le même cycle vertueux. Et là, il y a un vrai débat sur comment faire des emballages très fonctionnels, mais très séparables en termes de différents composants, puisqu'un emballage, c'est différents matériaux qui apportent différentes propriétés. Et donc, à la fois, on va solliciter la séparabilité des composants de l'emballage, puis la recyclabilité, évidemment, de chacun de ces composants. Et puis, si on veut refermer le cercle, eh bien, évidemment, un emballage qui est passé chez le consommateur, il a vu un produit, mais il peut avoir vu aussi n'importe quoi, parce que le consommateur peut avoir rempli sa bouteille d'eau
pour, je dirais, transvaser l'engrais des rosiers ou tout ce que vous voulez. Donc on ne peut pas utiliser un matériau d'emballage, même qui a été alimentaire, sur une application qui sera alimentaire sans intervenir. Malheureusement, laver un emballage, ça ne suffit pas, parce qu'un emballage, à part le verre et le métal, ça a on va dire une porosité à l'échelle moléculaire. Donc, il va falloir nettoyer les matériaux, mais pas simplement en surface. C'est pour cela que ce n'est pas si simple. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps pour tous les matériaux. Alors maintenant, je vais essayer de faire des zooms. Comme j'ai 45 minutes pour parler, je vais essayer de faire des zooms limités. Donc, je vais vous parler d'abord de matériaux, de l'option matériaux renouvelables. Alors, on a des options aujourd'hui avec le Green PE, donc le polyéthylène qui est issu ressources renouvelables, le bio-PET qui est le plastique de nos bouteilles d'eau dont une partie de la composition monomérique est substituée avec de la ressource bio. Et puis il y a des nouveaux matériaux. On cite le PLA, le PBS, les PHA, les mélanges polyester-amidon, le PEF qui est un nouveau polymère, etc. Et puis il y a des opinions par rapport à ça. Alors je me garderai bien de conclure le débat parce que je suis qu'un technicien et donc il y a de toute façon des colonnes plus et des colonnes moins et donc c'est au cas par cas qu'on peut donner une opinion sur le bien fondé d'utiliser ceci ou cela, mais je dirais dans la colonne non, ce sont des nouveaux matériaux. Et ce sont d'abord des perturbateurs du recyclage, c'est-à-dire vous avez des filières qui sont difficiles à mettre en place avec des grands matériaux d'emballage. L'idée, c'est plutôt d'en avoir le moins possible pour mieux les trier, mieux les séparer, mieux les valoriser ensuite. Même le PLA, qui est le bioplastique le plus utilisé aujourd'hui, n'a pas trouvé en France une filière de recyclage parce que le volume n'est pas encore assez conséquent. Donc je ne suis pas en train de vous dire du tout que il faut fermer la porte au bioplastique. Je donne le point de vue de la filière de valorisation des déchets aujourd'hui. L'ACV n'est pas forcément meilleur, c'est un autre aspect. Ce n'est pas parce qu'on a une ressource qui est renouvelable que l'ensemble de la chaîne de valeur va être vertueuse. Et donc, pour anecdote, ce fameux PLA qui est produit aux États-Unis, principalement, l'entreprise qui produit ce matériau-là a dû mettre un parc d'éoliennes autour de l'usine pour réussir à avoir des ACV réellement plus faibles en termes d'impact que les matériaux de comparaison. Alors, ça signifie que ce n'est pas une critique du PLA, puisque justement, aujourd'hui, le PLA est produit dans des conditions où son cycle de vie est favorable. Mais c'est simplement pour vous attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas parce qu'on utilise une ressource renouvelable que l'ensemble de la chaîne de valeur pour produire un matériau va être vertueuse, puisque il y a des procédés qui vont impliquer en particulier l'utilisation d'énergie. Et donc ces procédés ont un bilan qui n'est pas forcément, de toute façon qui sera négatif, puisqu'on va utiliser, au-delà de la matière renouvelable, de l'énergie pour produire un matériau. Et puis il y a l'argument coût. Alors, les partisans du oui, et j'ai tendance à souligner ce point-là, c'est attention, une technologie qui n'est pas mature, c'est sûr qu'on va lui reprocher de ne pas être optimisé en termes de coût, de ne pas être optimisé en termes de consommation énergétique, etc. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc il faut aussi souligner la colonne oui en regardant les choses de ce côté-là. Et puis il y a l'argument diminution de la ressource fossile. Dernier type d'argument contre l'utilisation de la bioressource, c'est la compétition alimentaire non alimentaire, c'est-à-dire on va utiliser de la ressource sucre avec un S, hein, pour, je dirais, aujourd'hui alimenter ce qu'on appelle la chimie verte. Je dirais c'est un mauvais argument parce que la chimie verte est développée à un niveau
extrêmement faibles aujourd'hui. Et ce que l'on développe en parallèle, c'est la valorisation de la lignocellulose, qui générera des sucres, mais si vous voulez, issus cellulose, qui, donc, tant qu'on n'est pas des ruminants, on n'arrivera pas à valoriser cette ressource pour nous en alimentaire. Et donc, il est probable que le développement de la chimie verte et son basculement sur l'utilisation de la lignocellulose se fera dans des conditions, je dirais, en biseau et avec son réel développement, je dirais, avant que la chimie verte pèse réellement sur l'utilisation des ressources alimentaires. Donc, personnellement, je trouve que c'est un faux débat. Il y a également le débat sur la ressource OGM, et ça, c'est, je dirais, il y a le choix. On peut s'approvisionner aux États-Unis ou pas en bioplastique. Voilà. Autre question, parce qu'il n'y a pas que les bioplastiques, en termes de bioressources, il y a la fibre papetière. Et donc il y a une grosse tentation pour se tourner fort vers l'usage des papiers cartons aujourd'hui. Alors effectivement, ça coche pas mal de cases, puisque la ressource cellulose papetière, je dirais les fibres, on est dans le seul cas où je coche à la fois la case renouvelable et la case recyclable. Donc, effectivement, il y a une tentation, je dirais, et nous, on le voit en tant que laboratoire on accompagne les porteurs de projets. On voit un engouement énorme sur les papiers cartons depuis un an. C'est vrai que ça répond à des besoins en termes de, je dirais, d'utilisation de ressources renouvelables et continuer à utiliser des ressources recyclables. Pour autant, les papiers cartons ne vont pas rentrer dans tous les usages. Souvent, pour étendre les usages des papiers cartons, on va utiliser des papiers cartons laminés plastiques. C'est pas une mauvaise solution, puisque les papiers cartons laminés plastiques avec des quantités très faibles en plastique rentrent dans le circuit de la valorisation des ressources fibres, et puis la fraction plastique va alimenter, je dirais, les procédés en énergie par incinération. Donc, c'est pas des mauvais choix, mais c'est pas, on ne bascule pas des plastiques au carton. On met un peu de carton dans les plastiques. C'est plutôt ça. Voilà. Et surtout, attention aux mésusages, je l'ai mis là. On le voit de plus en plus, et c'est vrai aussi pour les bioplastiques. Si les papiers cartons et bioplastiques ont, je dirais, conquis un certain nombre de marchés d'utilisation, c'est parce qu'ils ont des propriétés. Et il y a une tentation très forte d'aller trop vite vers d'autres utilisations, en particulier les utilisations à température élevée ou avec des aliments plutôt agressifs. Et là, on voit, je dirais, des très mauvais choix qui sont faits par les entreprises qui ont envie je dirais, d'injecter du verre, mais qui ont oublié que l'emballage, il est aussi fonctionnel et qui doit assurer d'autres caractéristiques. Je fais une parenthèse et je me rends compte que je parle depuis longtemps, une parenthèse sur la performance fonctionnelle. Ce slide vous marquera, je pense. Vous avez l'ACV, donc un certain nombre d'indicateurs environnementaux qui sont portés à 100%. Et vous avez la contribution du café, c'est le système café emballé, et la contribution de l'emballage de ce café. Voilà. Tous les produits alimentaires ne sont pas dans ce cas-là, mais beaucoup de produits alimentaires sont dans une situation où la moyenne, c'est 85% d'impact environnementaux côté produit et 15% côté emballage. Quand on a dit ça, on n'a pas dit les emballages n'ont pas d'impact environnementaux et la production des aliments, c'est là où il faut porter toute son attention. J'ai surtout pas dit ça. J'ai simplement dit que on est quelquefois dans des situations où les emballages représentent 5% des impacts environnementaux par rapport au couple emballage-produit. Et là, souvent, on va se dire, mais au fait, mon emballage pourrait être plus fonctionnel.
et, je dirais, mieux protéger ce produit qui représente 95% des impacts environnementaux. Et puis, effectivement, il y a d'autres situations. Alors, on va vous citer la bouteille de plastique qui emballe de l'eau de source. Là, c'est totalement l'inverse. On a plus de 90% des impacts environnementaux qui sont du côté de l'emballage. Et là, effectivement, il faut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des alternatives pour, je dirais, transporter, commercialiser, consommer ce type de produit. Voilà. Alors, globalement, il faut réaliser une bonne balance entre, je dirais, donc, optimiser la performance de l'emballage avec moins d'impact sur le gaspillage alimentaire et puis évidemment des emballages qui sont surdimensionnés. Donc c'est le travail qu'on réalise tous les jours et il n'y a pas de recette absolue, tout dépend du produit. Le point sur lequel je voulais porter votre attention, c'est tout n'est pas si simple en réalité parce qu'on considère trop, et cette courbe va, je pense, vous faire réfléchir. On considère trop, et c'est, je dirais, le Graal en agroalimentaire, que plus la durée de vie d'un produit est élevée, moins il y aura de gaspillage alimentaire. Donc c'est là-dessus que se base toute la R&D en agroalimentaire depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est le Graal d'essayer d'aller vers, je dirais, une conservation optimisée, et puis en termes d'impact emballage, il y a un optimum. En réalité, ce n'est pas forcément vrai, puisque vous allez, je dirais, acheter une salade qui est très mal emballée, là tout de suite, ou ce soir à 5 heures ou à 6 heures, et puis c'est pour la consommer tout de suite, vous allez la consommer tout de suite. Et donc, il n'y a pas au contraire, on est face à un optimum de consommation, de minimisation du gaspillage qui répond pas du tout aux critères qu'on s'est donnés, qui seraient le consommateur va consommer correctement ses produits, d'autant plus que la durée de vie sera élevée. Ça, c'est pas forcément vrai. Et donc, c'est pareil, on étudie ces comportements consommateurs dans le cadre du fameux projet MyPack que je vous ai cité tout à l'heure pour affiner cela. Et quelquefois, c'est peut-être plus vertueux d'aller sur des produits qu'on conserve moins longtemps. Et je dirais, peu importe, en fait, l'impact de l'emballage, c'est plutôt le comportement consommateur qui est en jeu. Je passe sur les aspects biodégradabilité, et je vais devoir passer sur... Mais simplement pour vous introduire ce sujet qui est très compliqué, et je vais vous l'introduire avec le bois. Cette planche de table, ça vous paraît évident de la réutiliser. Cette petite planche, ça vous paraît évident de la recycler. Ces résidus de scierie, et qui pourraient être aussi de la sciure, ça vous paraît évident que ça va passer en incinération. Et puis, je dirais, c'est bien la seule situation, le bois tout gorgé d'eau et qui commence à se décomposer, vous allez vous dire, tiens, c'est une bonne idée d'aller le mettre en compostage. Et donc, ce bon sens que l'on a avec le matériau bois, on ne l'a pas avec les autres matériaux d'emballage. Et souvent, on va se dire, bah, tiens, c'est pas bien d'incinérer, c'est un mauvais choix. C'est certainement mieux d'aller en direction de la filière de compostage. Simplement, j'attire votre attention sur le fait que je réalise du compost, je dégage le maximum de CO2 possible, j'incinère mon matériau, je dégage aussi du CO2, mais je récupère de l'énergie. Cela ne veut pas dire que je suis en train de pointer du doigt la filière de compostage. Je dis seulement il faut utiliser cette option quand elle est bonne. Et quand est-ce qu'elle est bonne? Je prends des dosettes café, je dirais tout matériau d'emballage avec des aliments qui vont souiller l'emballage et surtout qui seront très chargés en eau. Et si je reviens à ma planche ultra humide,
ça va vous paraître un bon sens de dire, ben non, je ne vais pas mettre ça dans ma cheminée, je vais plutôt l'emmener sur un bioprocédé. Deuxième élément pour les bioplastiques, il y a l'encouragement du geste de tri pour aller faire la filière biocompost. Et là, effectivement, le sac à déchets bioplastique, c'est une bonne idée. Et troisième question, dans certains pays en UE, il y a encore énormément de taux d'enfouissement. Et là, c'est intéressant de parler de bioplastique aussi. Voilà. Mais le tout bioplastique biodégradable n'est pas forcément une bonne idée. Je suis obligé de sauter un certain nombre de sujets parce que je parle trop. Je vais vous faire simplement une parenthèse sur la performance de décontamination pour le recyclage et ensuite je vous parlerai de sécurité des aliments liés aux emballages. Aujourd'hui, on ne sait recycler que le PET, donc le plastique des bouteilles d'eau, pour boucler la boucle. Pourquoi? Parce que le PET est un matériau extrêmement barrière. Comme il est extrêmement barrière dans ses premières utilisations, il va peu absorber de contaminants. Et il se trouve que le peu de contaminants qu'il absorbe sont des petites molécules qui ont la chance d'être volatiles. Donc, ces molécules étant volatiles, il est simple de décontaminer le PET par des processus de thermodésorption. C'est ma chaussette qui fume. C'est comme ça que l'on décontamine avec efficacité le PET. Pour les autres matériaux qui sont beaucoup moins barrières, je dirais ils peuvent absorber tout type de contaminants, y compris des molécules grosses et non volatiles. Et ces substances-là ne peuvent être retirées que par un processus beaucoup plus complexe. Et en particulier, on parle d'extraire les matériaux pour pouvoir les réinjecter. Alors, il y a l'extraction supercritique, au CO2 supercritique, qui fait beaucoup parler. Je passe, et je finis ce sujet avec la dépolymérisation qui vous est citée. Le réusage, je vais le garder pour les questions. On y reviendra, je suppose, parce qu'il faut que je vous fasse un exposé assez complet. Et je vais vous parler un peu de sécurité, de maîtrise du risque chimique. La migration, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert de substances indésirables de l'emballage à l'aliment. Quand on parle de polymères, c'est-à-dire de plastique, de vernis, de joints, d'adhésifs, d'encre, il y a des processus de diffusion qui font que c'est toute la masse du matériau qui va pouvoir malheureusement alimenter l'aliment avec des composés indésirables. Lorsque l'on parle uniquement du verre et des métaux, on a plutôt des processus de surface qui vont alimenter les aliments et plutôt avec d'autres substances indésirables qui vont plutôt en général être des composés ioniques. En particulier, on se préoccupe des ions lourds. Qu'est-ce qui migre dans les matériaux? Globalement, beaucoup de choses. Dans les matériaux polymères, puisque c'est ça qui fait vraiment débat, parce qu'il y a une multiplicité de substances, c'est des substances qu'on a volontairement introduites, donc des additifs, dans des matériaux polymères divers et variés. Et puis des composés de dégradation du polymère. Alors, c'est les grandes molécules que j'ai dessinées maladroitement. Et puis des composés de dégradation de ces polymères et de ces additifs. Et donc, c'est l'ensemble de ces substances, je dirais toute la fraction inférieure à 3000 grammes par mol, qui est en jeu dans ces phénomènes de migration. En réalité, tout ne migre pas, c'est une fraction de tous ces composants qui migrent. Donc, on parle de migration globale. Donc ça, c'est pour vous donner le vocabulaire. Et puis quand on va parler des substances préoccupantes dans tout ce lot de substances, on va parler de migration spécifique avec un S aux migrations spécifiques, puisque toutes les substances préoccupantes vont être surveillées. Voilà. Alors comment la réglementation des matériaux plastiques, puisque c'est celle qui est la plus complète, aborde ce sujet?
Je dirais, il y a un règlement cadre qui dit, de toute façon, s'il y a des choses que l'on n'a pas prévues dans toutes les options de la réglementation, s'il y a un souci, ce sera de la faute du metteur sur le marché. Un emballage ne doit pas conduire à un risque au niveau du consommateur. Et il ne doit pas changer les caractéristiques organoleptiques du produit. Et deuxième, alors il y a un grand paquet de textes réglementaires, mais pour les plastiques, on réclame une migration globale de moins de 60 mg par kilo, des migrations spécifiques des composés soumis à restriction qui ont des seuils. Le respect d'une liste positive, c'est important. C'est-à-dire, on va autoriser dans la composition d'un matériau en contact alimentaire environ 2000 substances et rien d'autre. C'est-à-dire, on sait ce sur quoi il faut porter notre attention. Et dans ces 2000 substances, il y a un certain nombre qui sont soumis à restriction. Et puis, beaucoup plus compliqué, j'y reviendrai, il faut, et là la réglementation est beaucoup plus floue, il faut maîtriser tous les composés non volontairement introduits. Donc, tous les polluants. Voilà. Et donc, c'est là qu'il y a des progrès à faire, non pas en termes réglementaires, la réglementation a mis un chapeau de très loin, mais en termes de règles du jeu et de pratiques. Voilà. Alors justement, comment aller au-delà au niveau des exigences réglementaires? Il faut essayer de mettre au point des matériaux qui migrent bien en deçà des seuils. Donc ça, c'est un progrès. Il faut essayer de minimiser les nouveaux risques parce que tous les risques ne sont pas pris en compte. Il y a une inertie réglementaire. Donc, quand on parle de perturbateurs endocriniens, quand on parle de risques associés aux nanos, les huiles minérales, il y a des débuts d'évaluation, mais il n'y a pas des règles du jeu strictes. Et donc, il y a certainement des choses à faire pour anticiper ces risques. Et puis, je dirais, il y a un certain nombre de non-sens dans la réglementation. Par exemple, vous avez un multicouche emballage. Toutes les couches doivent être aptes au contact alimentaire, mais la couche d'impression, ça ne fait pas partie de l'emballage. Et donc, il n'y a pas de réglementation encre. Expliquez-moi pourquoi. Une encre, c'est un polymère. Toutes les couches vont être des polymères aussi, mais on n'a pas prévu cette case-là. Et donc, voilà. Donc, effectivement, il y a une réglementation qui est très stricte, mais souvent, il y a des petits trous ou des gros trous, ça dépend du point de vue, dans la raquette. Alors, j'ai mis juste une courbe, vous avez remarqué, j'ai fait des efforts, pas de chimie, et la migration, c'est un phénomène diffusif pour la plupart des phénomènes que l'on décrit. Et qui dit diffusif dit une cinétique de migration qui va être linéaire en racine du temps. Alors quand je vous dis ça, vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Mais on peut l'illustrer assez facilement. Je dirais, en 100 jours, il va migrer seulement 2 fois plus qu'en 10 jours. Ça veut dire ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les premiers temps de contact d'un aliment avec un emballage sont les plus graves. Et puis ensuite, on a un processus diffusif qui peut durer très longtemps et qui, je dirais, va alimenter petit à petit l'aliment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des petites remarques à faire. Il y a un grand débat sur l'effet du micro-ondes sur la migration. Hein, j'entends parler de ce sujet, mais partout. Quand on regarde la contribution en temps d'un produit qui a été emballé longtemps en contact avec un emballage, et puis, je dirais, il va subir une contrainte thermique, un contact finalement de 5 minutes avec un maximum de température à 100 degrés, il faut m'expliquer quelle est la contribution de cette étape-là par rapport à l'étape
à l'itinéraire technologique global. Je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir des soucis avec l'utilisation de réchauffage de micro-ondes dans des conditions inadaptées. Je dis qu'en général, c'est un vrai faux débat. Et puis je vais vous en citer un autre qui n'est pas un débat, mais qui en est un vrai pour le coup, et qui me permet de sauter à l'autre partie de ma courbe. C'est la migration va être d'autant plus importante que j'aurai des espèces critiques, donc c'est mon plateau, et puis que la température sera très élevée, et puis que j'aurai des espèces critiques qui vont être concernées par le processus de migration. Et il y a un élément sur lequel je dois porter votre attention, c'est l'usage croissant de réchauffage au four traditionnel, là où ça va être très long. On va être sur des températures pour lesquelles on commence à être limite en termes de formation de composés néoformés qui vont se former au moment du réchauffage au four traditionnel. Et ça, en revanche, ça, c'est une mauvaise idée. Donc, simplement le petit message, quand on se penche sur les équations, on peut, je dirais, corriger des points d'attention qui n'en sont pas des vrais et se dire, tiens, il y a d'autres points d'attention qui sont assez importants. Alors, pour donner des pistes en termes de safe conception des emballages, et en faisant des colonnes avec l'exposition et les dangers, 1, substituer les substances préoccupantes, 2, transformer les matériaux et les utiliser dans des conditions qui minimisent les néoformés, parce que c'est vraiment des sujets qui nous préoccupent en termes de laboratoire. Établir des cahiers des charges sur les composés qui sont mal réglementés. Et puis au niveau de l'exposition, utiliser des résines à faible taux d'oligomères, c'est ces fractions de polymères, ça c'est une vraie réponse. Utiliser des additifs de haute masse moléculaire qui vont migrer lentement. Utiliser des matériaux barrières. Il y a un monde entre, par exemple, le fameux PET et le polyéthylène. Le PET est une vraie barrière et les vitesses de migration sont extrêmement faibles. Utiliser des additifs sans LMS, réduire les quantités d'additifs avec des technologies appropriées. Là, il y a une vraie réflexion pour les plasturgistes en particulier. On travaille avec des mélange-mètres qu'on disperse très maladroitement dans des matériaux à l'état fondu. Il y a d'autres options qui sont possibles pour dissoudre les additifs de façon plus efficace et donc en mettre beaucoup moins. Utiliser des barrières fonctionnelles et évidemment éviter les contacts longs et les hautes températures. Je fais 2 zooms pour respecter les 5 minutes. Le zoom sur les nanos, il y a un débat sur l'utilisation des nanos en agroalimentaire et en emballage. Et on a essayé de faire un bilan au CTCPA des situations d'usage de pulvérulents, des poudres, qui avaient des caractéristiques nanoparticules. Et je vous assure que nous avons constaté des usages, évidemment, mais dans la plupart des cas, c'était des usages fortuits. Je donne l'exemple du TiO2, dont on parle souvent. Le TiO2 est utilisé en agroalimentaire et dans les matériaux en tant que pigment blanc. Sa fonction de pigment est efficace uniquement pour la fraction non nanoparticulaire. Le reste est transparent, donc n'a pas d'effet en termes de pigmentation et d'opacification des matériaux. Il se trouve que quand on utilise des charges, des poudres fines, on a une fraction nano, mais elle pourrait être totalement retirée. Donc voilà, simplement un message, quelquefois, il y a un risque, il y a un grand débat par rapport à est-ce que les nanos migrent, etc. Mais finalement, il y a peut-être plus simple, c'est de
de donner des critères dans l'utilisation et la commercialisation des puits virulents. Quand ils ne sont pas utiles, pourquoi ne pas mettre le paquet pour supprimer cette fraction-là? Perturbateurs endocriniens, un zoom également, et je suppose qu'on reviendra aussi dans la discussion. Le bon signe, il y a un bon signe et il y a des efforts à faire, je dirais. Dans ce qui est les espèces volontairement ajoutées dans les matériaux d'emballage, il y avait deux grandes familles, les bisphénols et le bisphénol A. Dans l'emballage, c'était le bisphénol A. Et les phtalates. Le bisphénol est interdit d'utilisation dans les emballages en France, le débat est clos. Et les phtalates, on a plus que quelques phtalates qui sont autorisés et les industriels cherchent à les substituer parce qu'ils sont substituables, les phtalates. En revanche, c'est des substances qu'on peut retrouver, je dirais, au bout de mon doigt, je suis certain que je vais trouver des phtalates en ayant fait ça, parce que ce sont des vrais contaminants, parce que ce sont des molécules qui sont très utilisées dans l'industrie des matériaux en général. Donc il y a des efforts à faire très globalement. Je ne donne pas que des signes positifs, je dis aussi qu'il y a des efforts à faire en termes d'investigation, et en particulier pour les composés non volontairement ajoutés, puisque on a, les perturbateurs endocriniens, c'est un risque qui est identifié depuis peu. On n'a pas identifié toutes les substances qui étaient liées à ce risque-là. Donc il y a un effort de caractérisation un peu systématique, je dirais, dans les substances que l'on ne connaît pas. Et si on parle des matériaux en contact des aliments, aller chercher, je dirais, à identifier les composés de dégradation qui présenteraient de tels effets. Le souci, c'est que les biotests aujourd'hui n'ont pas les qualités, la robustesse escomptée. Il y a vraiment un travail de R&D à faire pour améliorer ces tests-là. Donc, la recherche du point de vue analytique. Je conclus. Justement pour vous dire, et peut-être mon exposé a été caractéristique aussi là-dessus, on a souvent la tentation de parler beaucoup plus d'éco-conception et moins de safe conception. Et au niveau du soutien de l'État en R&D, ça transpire également, puisque je ne connais pas d'appel d'offres dédié à l'encouragement de la safe conception, alors qu'il y a plein d'incitatifs du côté de l'éco-conception. Et s'il y a un message que je tiens à faire passer aujourd'hui, c'est celui-ci. Et le deuxième message, c'est j'ai essayé de vous faire comprendre que le cahier des charges d'emballage, c'était complexe. On doit concilier des caractéristiques et des propriétés. Et je dirais, évidemment, il y a les problématiques de vases communicants. Il n'y a aucune relation entre un matériau qui est safe et un matériau qui va être fonctionnel et un matériau qui va être, malheureusement, qui va être bien éco-conçu. C'est des propriétés et des caractéristiques à optimiser. Et évidemment, je tiens à le dire parce que très souvent, quand on nous interpelle laboratoire sur des sujets divers et variés, souvent on vient avec un seul de ces logos-là. Et mon job consiste à dire, attention, vous me posez cette question-là, mais je vous attire votre attention sur toutes les autres caractéristiques que l'on attend d'un produit emballé.